Bonjour à vous tous. Merci d'être présents, d'être matinaux et d'être fidèles au rendez-vous du festival. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Yann Marito, que vous pouvez applaudir, dont vous avez découvert une partie du travail si vous étiez à la projection de notre film d'ouverture Un Triomphe. On va discuter avec lui aujourd'hui de son travail et du travail de directeur de la photographie en général. Juste histoire de vous plonger un tout petit peu dans l'ambiance et de vous montrer une petite partie de son travail, on va regarder d'abord ce qui s'appelle son showreel. Je crois déjà qu'on peut applaudir son travail. Merci. Les images du film de guerre, enfin à un moment, les images de tranchées, c'est le premier film d'Emmanuel Courcol. Oui, qui s'appelle Cessez le feu. Voilà, et vous avez vu à un moment une petite fille d'origine africaine, c'est la petite héroïne de Maman, de Maïmouna Doucouré, court-métrage qu'on a présenté dans cette salle même il y a quelques années et qui depuis a réalisé Mignonne. Ouais, qui était son premier long métrage. Son premier et qui long est métrage. sorti cet été au cinéma. Voilà, et dont tu as signé. Dont j'ai fait l'image aussi. Ouais, l'image. Alors pour commencer, puisque cette masterclass t'est consacrée et en même temps à ton métier, parfois les gens ont un petit peu de mal, moi y compris, à faire le distinguo entre chef opérateur et directeur de la photographie. Alors, de quel camp es-tu et est-ce que tu peux nous expliquer la différence s'il y en a une ? En fait, il n'y en a pas vraiment, donc c'est normal de confondre. On va dire que dans les mots, le directeur de la photographie, il est qu'en charge de la création de la lumière et aussi de réfléchir à les plans qui vont être tournés, mais c'est pas du tout lui qui cadre, c'est pas lui qui opère la caméra. Alors que le chef opérateur, il fait la lumière et il est aussi en charge de cadrer. Voilà. Ça, c'est dans la définition. Après, dans les faits, chef opérateur, directeur de la photographie, c'est des synonymes. Et puis en France, il y a quand même très peu de films où on ne fait pas le cadre et la lumière. Donc on est tous chef opérateur. Après, directeur de la photographie, c'est un peu plus
peu plus classe, peut-être, ça sonne un peu mieux, quoi. C'est directeur. C'est directeur, il y a directeur, le quoi. côté Ouais. directeur. Mais alors, il y a une autre question qui se pose généralement dans l'esprit du public, c'est de savoir que il y a beaucoup de gens qui pensent que le réalisateur réalise, c'est-à-dire qu'il prend la caméra et cadre, en fait. Euh, Comment est-ce que tu vois ce que je veux dire d'une part, et comment du coup ça s'opère ce transfert du réalisateur vers le chef opérateur? Euh, Sur un plateau de tournage, le réalisateur, il est sollicité de toutes parts par tous les corps de métier, les costumes, la déco, les comédiens, qui fait que, à part quelques-uns, en fait, il n'aurait pas le temps d'être derrière la caméra et de cadrer, quoi, parce il doit gérer absolument tout. Du coup, comme tout le reste, il nous délègue le fait de filmer, finalement. Euh, mais tout ça se fait. C'est pas tiens, je te donne la caméra, tu te débrouilles. C'est-à-dire que pendant toute la préparation du film, il y a un très très long travail de réflexion sur la mise en scène et sur la mise en scène visuelle. Donc les choix de plans, les choix de est-ce qu'on veut plutôt une caméra à l'épaule qui soit un peu mouvante ou plutôt des plans fixes, des travelling. Enfin voilà, tout ça. En général, c'est des idées qui sont d'abord celles du réalisateur parce que c'est sa vision du film et qui viennent s'enrichir dans une discussion à deux parce que moi j'apporte aussi mon point de vue, mon expérience pour au final arriver le jour du tournage à savoir comment on va tourner la scène. Euh, et moi je me charge de l'image et comme ça le réalisateur il peut être avec ses comédiens par exemple, ce qui est quand même assez important. Euh, donc voilà, ça s'équilibre comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on devient chef opérateur ou directeur de la photo? C'est-à-dire que c'est pas communément un rêve de petit garçon ou de petite fille de dire plus Ouais. tard je serai directeur de la photographie. Qu'est-ce qui t'a Pour amené à moi, ce métier? si, en fait. Ah ouais? Mais, ouais. En fait, j'ai grandi dans le Vercors, où il y a un festival du film pour enfants à l'Anse-en-Vercors, qui a le même âge que moi, donc c'était un signe. Et quand j'étais gamin, ils faisaient des ateliers pour les enfants, ateliers tournage, quoi. Donc ma mère a eu le malheur de m'inscrire à ça quand j'avais 6 7 ans, ou peut-être que je l'ai forcé à m'inscrire, je sais plus. Et tout de suite, je suis tombé dedans, et alors que tout le monde voulait être devant la caméra, moi je voulais être déjà derrière la caméra. C'était ça qui m'intéressait. Donc après, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Alors, évidemment, quand j'étais enfant et ado, j'avais aucune idée de la réalité de ce métier. Pour moi, c'était juste caméraman, en fait, ce qui déjà me plaisait beaucoup. J'avais pas du tout conscience de tout le travail de mise en lumière qui est en fait peut-être le plus gros de notre travail, et aussi de tout l'aspect du travail de la mise en scène avec le réalisateur et du travail avec tous les autres postes artistiques qui touchent au visuel, quoi. Donc voilà, ça fait depuis que j'ai 7 8 ans que je veux faire ça, j'ai jamais lâché et je me suis donné les moyens d'y arriver. Alors, c'est quoi les moyens d'arriver? Tu as fait une école? C'est quoi ton parcours avant de commencer à travailler? Euh, j'ai fait un BTS audiovisuel en option image à Lyon, à côté de Lyon. Et après, j'ai tenté les grandes écoles de cinéma qui sont la FEMIS et Louis Lumière. Bon, je les ai pas tentés de manière très sérieuse, mais toujours est-il qu'ils n'ont pas voulu de moi. Euh, donc j'ai commencé à aller sur des tournages. Au début, j'étais dans les équipes lumière, donc j'étais électro, assistant électro. Euh, et puis j'ai eu de la chance de faire les bonnes rencontres et d'être très très vite embarqué. Enfin, je finis mon BTS au mois de juin. Au mois de septembre, j'étais déjà en train de tourner sur un long métrage, ce qui pour moi était un objectif à 4 5 ans, quoi. Bon, bah, ça a été à 2 mois, donc c'était incroyable. Euh, C'était quoi? C'était Sur ta joue ennemie de Jean-Xavier de Lestrade, D'accord. voilà, en 2007. Euh, donc voilà, donc j'ai été électricien pendant un moment. C'était super intéressant parce que ça m'a appris à travailler la lumière, à la regarder, parce que j'ai travaillé avec plein de chefs opérateurs euh, que je trouve super. Donc j'étais à un poste d'observateur très privilégié et ça m'a aussi montré très tôt comment se passe un plateau de tournage, quel est le rôle de chacun, la hiérarchie, savoir être à sa place. Donc j'ai fait ça 3 4 ans, je pense. Et après, j'ai dit, bon, bah maintenant, je vais être chef op, parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc j'avais 23 ans.
je suis monté à Paris et j'ai commencé à vouloir travailler comme chef-op. Donc j'ai fait énormément de courts-métrages. J'ai dû en faire Oui, 50 ou 60, mais quoi. ta page IMDb, de ce point de vue, est Ouais. très, très impressionnante. Ouais, ils y sont pas tous encore, hein. D'accord. Ouais. Donc ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de courts-métrages. Et j'ai fait aussi, je l'avoue, un peu de publicité de films institutionnels à un moment où ça me permettait de bouffer et d'avoir une espèce de liberté sur les projets plus artistiques que je choisissais à côté. Et voilà. Alors après, ça a basculé vers le long métrage. Le premier que j'ai fait, c'était donc Cessez le feu, où j'étais pas le seul chef-op. En fait, pour le coup, il y avait un directeur photo très exceptionnellement sur ce film qui est Tom Stern, qui est le directeur photo de Clint Eastwood. Et vu que lui, c'est un Américain, aux États-Unis, c'est plus segmenté. Donc lui, il avait l'habitude de faire que la lumière. Et moi, ils m'ont proposé de venir être son cadreur. Donc j'étais déjà extrêmement honoré. Mmh. Et il se trouve qu'il est parti à peu près à la moitié du film, parce qu'il devait aller retrouver son bon vieux Clint pour un projet plus gros que notre petit film français. Donc je suis passé calife à la place du calife. Et j'ai fini le film à sa place, quoi. Donc c'était super parce que c'était déjà il m'a transmis énormément et j'avais je crois 27 ans à l'époque. Wow. J'étais le plus jeune du plateau à part les stagiaires je crois donc et j'étais un des postes les plus hauts dans la hiérarchie. Ouais. Donc le fait que les gens m'aient connu d'abord comme cadreur sur la première partie du film a fait que quand je me suis retrouvé chef op tout le monde était extrêmement bienveillant et ça s'est super bien passé, quoi. Et en plus, quelque part, tu sauvais le film. Oui. 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 Parce que sinon, ouais, c'était... Oui, bah, quelqu'un d'autre aurait pu le faire, mais c'est bon, vrai que... C'était plus simple. Ah bah, c'était plus simple. Ouais. Non, je me plains pas, hein, attention. C'était super. Et voilà, donc il y a eu ça. Et après, il y a eu aussi plusieurs réalisatrices, d'ailleurs, c'est que des femmes, avec qui j'avais fait des courts-métrages et qui m'ont embarqué dans leur premier long-métrage. Donc il y a Maïmouna Doucouré pour Mignonne. Marie-Sophie Chambon, avec qui on a fait un film qui s'appelle 100 kilos d'étoiles, qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Mais et dont on a fait la première à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Décidément. Ouais. Et Slalom de Charlène Favier, qui passe à 14h30 et qui... Voilà. Le dernier en date, ouais, avec un triomphe n'étant pas un film de femmes aux dernières nouvelles. Non, et un triomphe, donc c'est Emmanuel Courcol qui avait fait Cessez le feu, mais j'avais pas fait ses courts-métrages. Voilà. Donc il m'a recruté plus tard, entre guillemets, quoi. Quand on parle avec des réalisateurs et quand on évoque leur carrière et quand on évoque leur début, on leur demande souvent avec quel cinéma, quel film ils ont grandi et quels sont leurs réalisateurs préférés ou leurs influences. Est-ce que c'est le cas aussi pour un directeur de la photo? C'est-à-dire, bien sûr qu'il regarde des films, je pense qu'il faut être cinéphile, mais est-ce qu'on peut être fan d'un chef-op et suivre son parcours et être inspiré par ce parcours-là? Ouais. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai plutôt commencé à avoir une fois que j'étais étudiant et que du coup, je commençais à vraiment comprendre ce que c'était le métier de chef-op, à m'intéresser aux chef-op et à pouvoir les suivre sur leur filmographie. Alors après, moi, c'est pas que je suis pas cinéphile, mais j'ai pas vu. Il y a plein de grands classiques que j'ai même pas vus. Enfin, je citerai pas pour pas me faire honte, mais voilà. J'ai quand même vu plein de films, hein, mais tous les tuches. Non, sûrement pas. Mais c'est très bien. Mais oui, bah peut-être. C'est vrai que je parle sans savoir. Mais en tout cas, j'ai jamais été quelqu'un qui pendant mes études à me taper 3 films par jour. Enfin, j'adore le cinéma, mais voilà, je crois que je préfère faire les films que les regarder même. Enfin, sauf les très très bons films, mais voilà, je suis pas du genre à me bouffer des films en permanence. Et en plus de ça, j'ai beaucoup de mal à regarder des films ailleurs que sur un écran de cinéma. Donc surtout par les temps qui ont couru, c'était... Donc oui, il y a des chefs opérateurs qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a ceux qu'on découvre quand on commence à étudier dans le cinéma, Darius Khondji par exemple, qui est un chef opérateur français qui a fait Seven, qui a bossé avec Woody Allen, avec Wong Kar-wai, avec Caro et Jeunet. Avec Caro et Jeunet aussi. Caro et Jeunet à la base, effectivement. À la base. Ouais.
et avec Anneke, enfin bref, qui fait partie des légendes de la photographie, qui m'a beaucoup inspiré. Après, il y en a eu d'autres. Il y a un, euh, je pense qu'il est polonais ou russe, qui s'appelle Michael Krichman, qui faisait les films de Andrei Zyaginstev, Ouais. notamment Le Retour, Le Bannissement, plus récemment Elena et Faute d'amour. Faute d'amour, qui est un film incroyable. Voilà, enfin, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Après, il y a aussi des Américains. Roger Deakins qui a fait lui, tous les gros films américains. Et qui a fait 1917. Oui, voilà. Voilà. Et donc, qui est un mec qui fait des grosses machines, mais qui, malgré tout, a quand même un apport artistique et technique dans son travail qui n'est jamais formaté gros film, qui est toujours plein d'inventivité. Pour moi, c'est un des premiers chefs-op de l'ancienne génération qui a su bien se saisir des nouvelles caméras numériques quand elles sont arrivées. Enfin, c'est des monuments, quoi. Donc, voilà, plein de chefs-op qui m'ont inspiré. Alors, pour qu'on on essaye de comprendre un peu comment ça se passe, c'est quoi, la question peut paraître un petit peu bête, mais c'est quoi la journée type d'un chef opérateur sur un tournage? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand tu arrives sur le tournage? C'est une bonne question. On ne me l'a jamais posée, donc c'est une très bonne question. Quand j'arrive sur un tournage, je vais d'abord manger un pain au chocolat à la table régie. Alors, il faut qu'on vous explique la table régie. C'est un truc, je suis pas sûr. Enfin, c'est pas un truc français parce qu'il y en a sur tous les tournages dans le monde. Mais en France, elles sont quand même vraiment très très bien. Donc, c'est une table où tout le monde peut aller grignoter un truc. Il y a du café, du thé, enfin il y a toutes les boissons qu'on veut. Et puis au fil de la journée, ça change, le menu change quand même. C'est-à-dire qu'on passe à un moment presque à l'étape apéro, c'est-à-dire qu'on voit du saucisson apparaître apéro, à la place. Il y a rarement du pastis quand même. Non, mais attention. Le côté, il commence à y avoir du salé à la place de... Voilà. Et puis après, ça repasse au café jusqu'au goûter. Enfin voilà, donc en France, on mange très bien. C'est un buffet permanent de 8 heures du début jusqu'à la fin de la journée, c'est très dangereux. Bon, mais je crois que c'était pas ça l'objectif de ta question. Non. En général, donc j'arrive sur le tournage. Au début, je retrouve le réalisateur et souvent son assistant et la script, et on parle de ce qu'on va tourner, au moins de par quoi on va commencer. Donc souvent, on est sur des décors qu'on connaît, avec un découpage technique, donc une liste de plans à faire qu'on a préparé à l'avance. Mais là, on arrive le matin même, on est sur le décor, donc on se remet ça en tête, on adapte un petit peu par rapport à la réalité des choses. On s'adapte aussi aux imprévus. Je sais pas, un comédien qui est en retard, un truc qu'on voulait rouge et qui est bleu, donc le temps qu'on a acheté la version bleue, il sera 15 heures. Enfin bref, tout un tas de trucs. Donc voilà, et une fois que je sais ce qu'on va faire, là, je retrouve mon équipe et je leur donne des consignes. Je leur donne des consignes sur... voilà, on va mettre la caméra dans telle configuration avec tel objectif pour commencer par un plan large ou un plan serré. Mon équipe lumière à qui je donne des consignes sur toute la mise en lumière du décor. Donc voilà, il y a souvent 1 heure de préparation avant que le tournage commence. Et après, on se lance dedans. Et après, c'est enchaîner les prises, répétition puis prise. Et moi, ce qui est très important pour moi, c'est d'avoir toujours un coup d'avance. C'est-à-dire que le travail de la lumière est un travail qui peut prendre énormément de temps. On a de moins en moins de temps sur les tournages. Et puis moi, je pense que c'est très important de consacrer un maximum de temps aux comédiens, au jeu, parce que c'est ça qui fait un film quand même, avant tout. Du coup, j'essaie, moi, d'être le plus transparent possible. Donc ça ne veut pas dire que je fais rien. Enfin, vous verrez Slalom à la lumière, c'est quand même bien marqué, quoi. Donc j'étais là, quoi. Mais j'essaie que ça ne se sente pas sur le plateau. Donc moi, je suis toujours en train de réfléchir. Je suis en train de cadrer un plan et je suis en train de réfléchir. Alors après, le plan d'après, c'est ça. Donc je pourrais anticiper ça. Et puis la séquence d'après, c'est dans tel décor. Donc je peux peut-être demander à mes électros de commencer à aller installer la lumière. Mais en même temps, est-ce que je sais déjà... Pré-lighté, ouais. Est-ce que je sais déjà ce que je veux faire? Enfin bref, c'est toujours un truc où en même temps, il faut être dans le présent pour capter ce qui se passe et anticiper les heures d'après, quoi. Il y a un truc en plus, le chef, l'équipe lumière est souvent montrée du doigt comme étant responsable des. Souvent il y a l'impatience des réalisateurs à tourner qui se retournent contre l'équipe lumière, parce que ça prend du temps.
de Ouais, mettre en place. alors moi je suis très cash avec ça, c'est-à-dire que les réalisateurs qui sont un peu impatients, je leur dis en fait si tu veux que ton film il soit bien éclairé, il faut nous laisser le temps de le faire. Mm. Euh, je pense tout de même que je suis pas trop chronophage en temps de travail, d'après ce que me disent les autres, parce que moi j'en sais pas. Je sais pas comment travaillent les autres chefs-op, je les vois rarement. Mais c'est vrai qu'on peut très vite prendre du temps et que des toutes petites choses peuvent prendre vite. S'il faut aller régler un projecteur qui est au fond du jardin, ça peut vite prendre un quart d'heure, et un quart d'heure Sur une journée, c'est sur beaucoup. une journée qui dure théoriquement 8 heures, c'est énorme, quoi. Donc oui, il faut vraiment faire en sorte de compresser ces temps de travail de lumière. Alors, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouveaux outils, notamment des projecteurs à LED, qui sont extrêmement polyvalents. Par exemple, avant, quand on voulait changer la couleur d'une lumière, on mettait des gélatines qui sont des filtres colorés. Donc, il fallait les découper, aller les accrocher avec des pinces à linge. Enfin, c'était super, hein, mais c'était... Et des vrais pinces à linge en Des bois. vrais pinces à linge, ouais, en bois, sinon ça fond, Sinon en ça fond. plastique. Maintenant, les projecteurs LED, depuis un iPad, on change la couleur un peu plus vert, un peu plus bleu. Donc, c'est quand même aussi d'autres manières de travailler qui se mettent en place et qui permettent d'aller plus vite et de aussi faire des propositions plus concrètes aux réalisateurs. Parce que changer une couleur en cliquant sur un bouton sur un iPad, c'est plus facile de revenir en arrière si ça ne plaît pas que d'aller changer en haut de 4 échelles sur 4 projecteurs. Voilà, donc c'est plus polyvalent. Alors, j'ai demandé à Yann d'être présent aujourd'hui et pour nous parler de son métier, parce qu'en plus, on a la chance d'avoir 2 de ses films au programme, et en plus, 2 de ses films qui sont dans 2 univers véritablement différents. Le premier, la prison, le deuxième, la montagne, il y a beaucoup de scènes d'extérieur, donc c'est vraiment 2 univers et 2 façons de filmer différentes. Et pour entrer dans le détail, parce que c'est aussi comme ça qu'on explique aux gens comment on fait son métier, je vous propose qu'on commence par regarder un extrait, là en l'occurrence, de Un triomphe. Ok. Sérieux ? Merci. Bonjour. 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 Maintenant. Bonjour. Monsieur Fortuno, vous venez ou pas ? Ouais, j'arrive. Le bonnet ? Comment ? On retire le bonnet. Ah oui, je peux pas, j'ai une sinusite. En fait, On je peux enlève. pas. Ouais. Allez, bon courage. Vas-y, donne. 3 jours. Je t'ai dit je pouvais pas avant. Parce qu'elle a fait pas des promesses, mon Où gars. t'as vu que j'ai fait des promesses? 3 jours, je suis resté en galère. On dirait que t'as un casque. Bonjour. Arrête, frère. Bonjour. Je suis le remplaçant pour le théâtre. Ils sont où vos collègues? En cellule. Et ils vont venir? Ils veulent plus. Le mec avant vous, là, Stéphane, il nous a grave saoulé avec ces histoires de cigarettes corbeau, là. On va faire des sketchs, nous, monsieur. Bah ouais, nous on va faire du stand-up. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va bien? Ça va? T'es foncé? T'es pété? T'as vu ses yeux? C'est bon? Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien. Faites de la télé? De temps en temps, oui. Mais c'est bizarre, on vous a jamais vu. T'es con, quoi. Il serait une star, il serait pas avec nous. Tu réfléchis un peu. Pas le jour, on va faire du stand-up et tout. Ah ouais? Ouais. Bien, bien. Mais je vous ai dit, les sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre. Du théâtre comique. Aussi, oui. Ah ouais. Vous êtes un marrant, alors? Ouais. De temps en temps. Mais là, vous êtes pas marrant, vous êtes tendu, là. Non, je suis pas tombé. Si. Et ça paye bien le théâtre, sinon? Bah là, regarde ses pompes. Eh, il est pas mal votre sac aussi, monsieur. C'est quoi comme marque? Emmaüs. C'est bon, ça y est, vous avez fait le tour. Là, il y a déjà comme ça, même quand on n'a pas un œil expert, qu'on peut remarquer, la caméra bouge. Oui. D'une part, donc on suppose qu'elle est portée, que c'est ce qu'on appelle une caméra à l'épaule. Et d'autre part, il y a un moment, il y a un élément de lumière dans le cadre, un néon. C'est une lumière particulière et on sait qu'on va être donc dans l'univers carcéral. Donc là, avec Emmanuel Courcol, quelles ont été vos décisions par rapport à l'image dès le départ? Donc oui, vos partis pris. Ouais, donc le parti pris, c'était que tout le film soit cadré à l'épaule pour amener un peu de vie dans
des scènes qui peuvent être parfois un petit peu statiques, les répétitions, les choses comme ça. Le fait d'être à l'épaule, ça permet de plus coller aux comédiens et à ce qui se passe au jeu, donc de rajouter de la vie pour moi. Puis en fait, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça parce que c'est une liberté aussi. Parce que quand la caméra elle est sur pied, pendant un plan, on ne peut pas la déplacer. Ou quand bien même on a mis un travelling, on peut la déplacer que le long du travelling. Qu'est-ce qu'un travelling? Un travelling, oui, pardon. C'est des rails au sol sur lesquels on met un petit chariot, sur lequel on met la caméra. Donc ça permet de faire des déplacements le long d'une ligne, quoi, ou d'une courbe, parce qu'il y en a qui sont courbes. Là, ce qui est bien à l'épaule, c'est que la caméra, elle reste libre. Donc, si les comédiens décident de partir dans un coin de la pièce, je peux les suivre. Ce qui est pour moi très important, de ne jamais, dans mon travail de l'image, contraindre la mise en scène et le jeu. Bon, hein, je dis ça, je mens, parce qu'en vrai, je les contrains sur plein de trucs, mais j'essaie de le faire le moins possible. Après, sur ce film, Emmanuel, sa volonté, c'était que ce soit réaliste. Et par exemple, là, dans ce que vous avez vu, ça commence dans une vraie prison et ça termine en studio. Bon, normalement, ça ne se voit pas. Et donc, la grosse réflexion, ça a été comment toujours garder le réalisme de cette réalité carcérale, de la vie de ces détenus, sans en faire un film... j'allais dire documentaire, mais c'est très... Non, mais en fait, c'était plutôt sans en faire un film reportage dans une prison, quoi. Il fallait quand même donner un look au film. Donc c'est là où il faut trouver comment mettre en lumière de manière suffisamment gracieuse sans que ça devienne trop esthétique et en ne sortant jamais du réalisme. Ce qui, vous verrez tout à l'heure sur Slalom, est complètement l'inverse, quoi. Donc voilà. Donc, tourner dans la vraie prison, c'était plein de contraintes parce que dès qu'on veut changer une ampoule, il faut passer par le ministère de l'Intérieur. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est extrêmement contraignant. Donc on pouvait faire le minimum d'intervention possible. En plus, on avait peu de temps pour rentrer du matériel. C'est toute une procédure parce que c'est une prison en activité, ce qui est assez rare pour les tournages de fiction en tout cas. Et quand on est arrivé en studio, c'est une pièce dans laquelle on a tourné pendant 2 semaines, je crois quasiment, cette salle de répétition. Donc il fallait qu'on construise un espace dans lequel on peut tourner autour dans tous les sens pour arriver à se renouveler au bout de 2 semaines. C'est pas une très grande pièce, hein, et retrouver notamment visuellement ces éléments typiques de la prison, qui sont les néons par exemple, et qui m'ont permis, en fonction des scènes, parfois d'être sur une ambiance où c'est plus la lumière du jour qui rentre par les fenêtres qui domine, et parfois un truc un peu plus soir ou un petit peu plus pluvieux, où là, on passe sur la lumière des néons qui prend le dessus et qui est très caractéristique de la prison. Le travail, là, quand on est chef opérateur avec, tu disais, ne pas gêner le travail des comédiens, enfin voilà, mais là, il y a une troupe quand même, il y a beaucoup de monde sur... Ouais. C'est facile à éclairer. En plus, tout le monde, enfin, on n'éclaire pas forcément tout le monde pareil. Et là, la troupe, il y a des acteurs blacks, il y a des acteurs blancs, il y a des... Enfin, des fois, ça peut être Alors, et en plus compliqué de ou ça, pas. En plus de ça, on avait 2 caméras sur toutes ces scènes-là. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir une lumière qui marche à 360 degrés. Donc, ça... Je ne sais pas si c'est plus difficile, mais ça oblige à des dispositifs plus globaux et un peu plus simples, ce qui souvent est très bien, en fait. Voilà, c'est-à-dire que là, en gros, ce qu'on faisait avec mon chef électricien, c'est que tous les matins, on se disait, OK, on éclaire la pièce. On a vu vaguement une répétition avant avec les comédiens, mais c'est pas impossible qu'ils improvisent et que ce qui devait se passer sous la fenêtre se passe finalement devant la porte. Donc, il faut toujours avoir conscience qu'on éclaire toute la pièce, quoi. On crée une ambiance et il faut qu'elle marche dans toute la pièce. Après, ce qui n'empêche pas qu'au plan par plan, par exemple sur des plans serrés, par exemple sur un comédien qui a la peau noire, qui est à contre-jour devant une fenêtre, c'est bien là d'aller le rééclairer lui ponctuellement parce que à contre-jour, on risque d'avoir beaucoup moins de détails que sur une peau plus claire, quoi. Je ne sais plus quelle était la question. Non, c'est ça, on y est. Juste quand je dis rééclairer, parfois c'est juste amener un petit réflecteur, donc
un petit bout de carton blanc ou un peu brillant, un peu en alu pour juste réfléchir la lumière, Envoyer créer un des peu de- brillances dans les yeux, sur le visage, ça suffit souvent. C'est ton deuxième film avec Emmanuel Courcol, donc est-ce que, enfin je suppose que oui, mais ça facilite les choses, la compréhension, c'est plus rapide, même Bah, si c'est deux films Non, mais c'est foncièrement surtout que le différents. premier, c'était celui que j'ai co-photographié avec Tom Stern. Donc, moi, je n'ai eu aucune implication dans la création de l'esthétique du film pendant la préparation. Pendant toute la partie où je n'étais que cadreur, je donnais beaucoup mon avis sur le cadre parce qu'on travaillait tous les trois ensemble, c'était super. Et quand Tom Stern est parti, moi, j'ai repris le truc, mais en gros, mon travail, c'était d'assurer la continuité. Donc, je pouvais pas, j'étais pas très libre créativement parlant. Alors que là, j'étais tout seul, personne pour m'embêter, donc c'était plus simple. Mais c'est vrai que le fait d'avoir déjà fait un film ensemble fait qu'on est dans une confiance où je pense que Emmanuel, il me confie cette tâche et après, il peut penser à autre chose. Et moi, je sais ce qu'il veut un petit peu. Donc, je sais dans quelle direction réfléchir et pas s'égarer parce que il y a des choses très très différentes à faire sur le traitement d'un même film. Donc, pour moi, c'est important, même si évidemment j'ai mes préférences, peut-être ma patte, des choses comme ça. C'est important que je fasse la lumière qui convient au film et au réalisateur et que je n'impose pas ma patte, quoi. Alors, à propos de collaboration suivie, la collaboration la plus suivie, c'est celle avec Charlène, puisque tu travailles avec elle depuis son premier film. Ouais. Et là, donc, arrive Slalom. Après Odolgori, dont on avait fait la première ici à Saint-Jean-de-Luz, j'aimerais qu'on regarde maintenant la bande-annonce de Slalom, parce que là, on va aussi pouvoir parler de toute la préparation et de toute l'évolution de cette lumière au cours du film que vous allez découvrir cet après-midi. Donc, on va à la fois essayer de vous expliquer sans trop vous dévoiler, exercice particulier, mais je pense que ça vous apportera vraiment une autre vision, une vision supplémentaire du film. Pas une autre vision, mais une vision supplémentaire du film cet après-midi. Si on peut envoyer la bande-annonce de Slalom, s'il vous plaît. Merci. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne va te faire de cadeaux ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Hop. Tu donnes tout, là? Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Vois le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec plus c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein? Tu vois, je te l'avais dit, hein, le travail paye. Une fusée. Championne de France. Regarde l'effet que tu me fais. Désolé. Hé, tu te relèves, on dirait une gamine, là. Bon, alors comment ça se passe l'entraînement? C'est la chouchoute, alors bon. Qu'est-ce que tu fais? Si c'était Fred, tu dirais quoi? Tu vois pas qu'il nous regarde, là? T'as parlé à quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais de quoi je parle? Voilà, le film que vous allez donc découvrir cet après-midi. Alors là, on l'a vu, on passe d'un univers, d'abord de l'univers carcéral, ça c'est une chose, mais d'un univers réaliste, où tu essayes de recréer, comme tu le disais, en studio, l'atmosphère et la lumière de la vraie prison. Là, vous avez vu, il y a des plans où la lumière est rouge. Donc on sent qu'il y a une volonté stylistique dans le film de styliser la lumière. Donc comment ça s'est passé avec Charlène? Comment vous avez travaillé? Déjà, tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu une longue préparation. Comment vous êtes préparé pour ce film?
Bon, alors, du coup, Charlène, on a fait, je crois, 5 courts-métrages ensemble. Donc, on se connaît très, très bien. On sait ce qu'on aime l'un et l'autre, ce qu'on n'aime pas. Et on a tous les deux envie que visuellement, les films qu'on fasse, ils soient marquants ou marqués. Marqués, on va dire. Donc, ça peut être les deux. Donc à chaque film, on se repose pas sur nos lauriers et on essaie de pousser plus loin la recherche artistique et visuelle, enfin plus loin ou en tout cas dans une direction différente. Et là, c'est vrai que bon, le film est pas du tout irréaliste. Et puis, enfin, vu le sujet, pour qu'on y croie et pour qu'il touche, il faut quand même qu'on croie à la situation. De ce contexte, de ski études, de ski de compétition, tout ça. Donc, il y a plein de scènes qui sont... Enfin, le film est très réaliste, mais le travail de la lumière amène justement, au fur et à mesure du film, une petite distorsion de la réalité en fonction des émotions du personnage principal. Et alors, sans trop en dire, bon, enfin, vous avez compris de quoi ça parle. C'est un film sur l'emprise, ça c'est pas un secret. Donc par exemple, il y a cette lumière rouge qui arrive et qui inonde les images et le personnage de Lise au fur et à mesure que l'emprise de son entraîneur s'étend sur elle. Donc c'est voilà. Et après, il y a aussi tout un travail sur ce film se passe dans la montagne. Donc on a passé énormément de temps à chercher des décors pour que la montagne soit présente tout le temps. À tel point que ça a pu complexifier beaucoup les choses parce que des fois on s'est tapé des changements de décor très compliqués sous la neige pour aller tourner un plan, mais derrière la fenêtre dans notre décor il y avait la montagne qu'on voulait. La production, on les a fait un peu souffrir avec ça, mais pour nous c'était très important que cette montagne soit là tout le temps et de la mettre en scène, quitte à... Enfin voilà, c'était vraiment créer un univers, créer un univers quoi. Là, sur ce film, j'ai même l'impression que la lumière est presque, pour le spectateur, comme elle est visible quelque part, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais on a l'impression qu'elle est presque l'équivalent de la musique, c'est-à-dire que au lieu de juste accompagner ou de souligner, elle développe des aspects du film, voire des sentiments des personnages, comme tu le disais, sur l'emprise et la lumière rouge. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu l'as vécu sur ce film ? Alors, je m'étais jamais fait la comparaison avec la musique, mais c'est vrai que il fallait que cette image et que cette lumière, elle raconte quelque chose, quoi. Ce soit pas un personnage de plus, mais alors après, sur ces couleurs rouges, par exemple, il y a aussi du bleu, pas mal dans le film. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte, entre guillemets, dans le sens où, en sortant du film, certes, on a vu que des fois c'était tout rouge, mais c'est pas ça qui nous a marqué, quoi. Parce que l'enjeu est ailleurs, et donc ça, pour moi, c'est du sous-texte qui vient renforcer les choses, effectivement, exactement comme la musique. Alors, il y avait un des challenges dans ce film, outre les séquences physiques de ski, ça on va en parler, mais c'était de filmer cette montagne dont tu parles, vous la vouliez tout le temps, mais qu'elle soit à la fois belle comme elle l'est au début, et plus ça va, plus on avance dans le film, plus elle devient inquiétante. Comment ça se passe, comment ça se décide et comment ça se fabrique? Je vais pas vous mentir. En fait, des plans de montagne, on en a fait dès qu'on pouvait. Dès qu'on était dans un endroit où il y avait un point de vue intéressant, entre deux prises, je filmais la montagne. Et après, c'est au montage qu'ils ont sélectionné ceux qui étaient les plus ouverts, les plus lumineux au début. Et au fur et à mesure du film, cette montagne devient plus inquiétante. Donc moi, mon travail, là, ça a été plus de la captation quand il y avait quelque chose. Et aussi, une fois le montage terminé, il y a la phase qui s'appelle l'étalonnage, donc qui est une phase où on reprend l'image du film et on fait des retouches de couleurs, de contraste, on s'assure que tout soit raccord, et où justement là on peut aller appuyer les choses. Donc on peut se dire, tiens, ce plan de montagne qui arrive entre telle et telle séquence qui sont un peu dramatiques, bon, on va l'assombrir, très franchement. Mais c'est une vraie partie voilà. du travail de directeur de la photographie. Mais au tournage, moi, j'avais en réalité pas la conscience de me dire ça, c'est des plans
qui vont être au début du film parce qu'ils sont lumineux, et ça ira plutôt à la fin parce que c'est un peu plus dark. Néanmoins, tu Voilà. m'avais expliqué que comme vous aviez construit la lumière et qu'il y avait une vraie construction de la lumière en amont du film, tu m'avais même dit des fois la lumière d'un film, elle se trouve au moment où on l'a fait pendant le travail, alors que là, elle était vraiment pensée avant et qu'il y a eu un moment où un montage qui n'était pas dans le même ordre que ce qui avait Ouais. été prévu et du coup, ça n'avait plus aucun sens. Oui, parce que il y a une vraie évolution, c'est-à-dire que cette lumière rouge, encore une fois, là, qui est la chose la plus marquante, même si on a travaillé à plein d'échelles, elle arrive petit à petit dans le film pour qu'on ne la sente pas arriver. Et il y a un moment du montage où ils avaient mis des séquences beaucoup plus tôt et où d'un coup on passait d'un film normal à un film tout rouge et c'était terrible. Et, et en plus de ça, avec Charlène, on est je sais pas, un peu tête brûlée ou quoi, mais on a envie d'y aller. Donc c'est des choses qu'on aurait pu décider de ces changements de couleur ou autres de faire au moment de l'étalonnage. Mais pour nous, c'était hors de question. C'est-à-dire que Charlène, elle aime pas tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui se fait après, en fait, ça la gonfle. Donc nous, on s'est dit, on fait les choses sur le plateau. Et pour moi, c'est là où ça a le plus de vérité, évidemment. Par contre, c'est irréversible. C'est-à-dire que si, une fois au montage, on se rendait compte, ou le distributeur ou le producteur nous disait qu'est-ce que vous avez fait là, ben, fallait faire avec. Bon, ça va, on s'en est bien tiré. Outre donc ce qui se passe avec cette lumière rouge et tout ça, il y a dans le film, dont je disais, il y a un aspect physique. C'est les scènes de ski. Là, comment ça s'est passé? Parce elles sont très très impressionnantes, donnent beaucoup le sentiment de vitesse et de danger. Comment ça s'est passé? Comment vous avez filmé ça? En fait, tout le film, l'idée c'est d'être avec le personnage de Lise et de vivre ce qu'elle vit avec elle, donc d'être dans un film de sensations. Et on a essayé de travailler de la même manière pour les scènes de ski. Donc il fallait surtout pas tomber dans un filmage type JO ou enfin, qui sont très bien, mais qui étaient surtout pas ce qu'on voulait montrer. On voulait montrer quelque chose d'un peu différent et de plus sensoriel. Donc on a commencé par chercher des références. Il n'y en avait pas, ou on les a pas trouvées. Et on a fait des essais. Donc on a essayé plein de choses. On a essayé un outil qui s'appelle le Ronin, qui est un espèce de stabilisateur à la main, mais avec une petite nacelle gyrostabilisée. Donc ça fait des plans très fluides. Bon, c'était pas terrible. Et on a fini par utiliser cette caméra à l'épaule là aussi. Donc on a trouvé un cadreur spécialisé dans le ski qui est un mec incroyable. Parce qu'il s'est lancé quand même dans des conditions de piste enfin de haut niveau, quoi, des pistes qui, à mon sens, étaient verticales. Bon, moi je suis nul en ski, mais en tout cas qui étaient verglacées, ça c'est un fait parce qu'il les verglace volontairement pour pas que ça se creuse d'un skieur à l'autre, d'un coureur à l'autre. Donc c'était des conditions vraiment extrêmes et ce mec-là qui s'appelle Boulit, qu'on a trouvé à Chamonix, était capable de s'élancer après des doublures, évidemment c'est pas la vraie comédienne, qui sont des sportifs de haut niveau. Et de toute façon c'est des pistes, on ne peut pas les skier lentement en fait, on est obligé d'y aller, et ne serait-ce que pour les gestes et les postures, les skieuses, elles devaient vraiment envoyer, quoi. Donc lui, il était derrière, en avant, en arrière, ça lui faisait pareil. Non, c'était assez incroyable. Et voilà. Et on a essayé donc sur ces scènes de, encore une fois, coller à la comédienne, parce que ce qui nous importait, c'était pas tant de montrer des courses de ski, parce que ça, il y a même un moment de la préparation, on avait tellement peu d'argent pour faire le film qu'on réfléchissait à ne pas mettre ces courses de ski en se disant ce qui nous intéresse, c'est peut-être le résultat, enfin, ou ce que ça apporte au récit, mais la course en elle-même, la seule chose qu'on voulait montrer, c'était comment elle vit le truc. Donc voilà, après, on a poussé le truc encore plus loin, c'est-à-dire que sur le tournage de ces séquences, on venait mettre des choses devant l'objectif pour altérer l'image, donc du scotch, des bouts de plastique pour que ça fasse un effet un peu flou, vaporeux. Voilà. Et tout ça est accompagné par le travail du son qui est complètement recréé sur ces scènes pour en faire des immersions totales, quoi.
Tu disais, il collait au plus près. C'est ça aussi le fait d'un cadreur, d'un chef opérateur, c'est d'être au plus près des comédiens et parfois dans des scènes qui sont difficiles, des scènes où il y a une certaine intimité que les comédiens doivent créer, parfois une intimité assez difficile, voire violente, comme c'est le cas dans le film. Euh, en tant en tant qu'homme, que l'homme derrière la caméra, c'est facile de trouver la bonne distance. Et est-ce qu'on travaille là personnellement avec les comédiens pour les rassurer sur la bienveillance du regard qu'on porte sur eux? Comment ça se passe? Parce qu'il y a le travail, c'est vrai qu'il y a le travail, on parle souvent du travail avec les réalisateurs, mais on oublie que les chefs opérateurs sont finalement, enfin vraiment les plus près des comédiens. Ouais. Alors quand je disais au plus près, c'est pas forcément au plus près physiquement. Oui, bien hein. sûr, bien sûr. C'est-à-dire que pour réussir un film, on n'a pas besoin d'être collé au comédien, mais c'est justement trouver la distance juste du regard qu'on porte sur eux. Et c'est vrai que sur toutes les scènes un peu difficiles d'intimité, mais autres, en fait, toutes les scènes un peu délicates pour les comédiens, moi je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai rapport de confiance qui devait s'établir parce que certes, il y a le réalisateur qui les pousse dans cette direction-là à juste titre, mais pour les comédiens, ça demande souvent de se dépasser, de se mettre à nu au sens propre ou au sens figuré d'ailleurs. Et moi, en tant que cadreur, là, je suis le premier regard sur eux parce que c'est moi qui suis derrière la caméra. Donc en fait, il faut qu'il y ait une relation de confiance parce qu'il faut qu'ils sentent que ce regard est juste et que ce qu'on montre est en accord avec enfin, la manière dont on va filmer les choses est en accord avec le scénario et l'idée de la scène. Donc nous, on ne travaille pas vraiment en amont avec les comédiens. En général, on les rencontre une fois pour faire ce qu'on appelle une lecture. Donc c'est que tout le monde est assis et tout le monde lit le scénario, les comédiens et quelques chefs de poste pour qu'on parle tous du même film. Mais on n'a pas le temps de créer ça avant le tournage, quoi. Donc ça peut se créer très vite sur un tournage, hein, parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Là, dans le cas de Slalom, donc Noé, j'avais tourné Odolgori avec elle et un autre court-métrage qui s'appelle 20 la vague, donc on se connaît très bien et c'est très rassurant pour nous deux parce que moi aussi, ça m'aide d'avoir une comédienne. Enfin, je sais que la manière dont je la filme, elle va être en confiance, donc j'ai pas trop à prendre des pincettes en lui expliquant oui, mais alors là, on va filmer cette partie de ton corps parce que tu comprends. Hein. En fait, non, ça, on n'a plus besoin de le faire parce qu'on se fait confiance, quoi. Mais il y a enfin, tu dois être quelqu'un de très rassurant et de très bienveillant parce que tu as aussi travaillé avec des comédiennes qui ne sont pas comédiennes. Je pense à l'héroïne de 100 kilos d'étoiles, qui était quand même filmée. Enfin, il y avait un rapport à son corps qui était enfin, compliqué Ouais. pour le personnage et compliqué pour elle. Et donc, tout à coup, de se retrouver dans la situation d'être filmé, c'est quand même pas évident. Non. Alors après, quand même, le premier travail sur ces scènes-là, il est quand même entre le comédien et le réalisateur. Bien sûr. C'est-à-dire que par exemple, dans 100 kilos d'étoiles, effectivement, c'est une ado je crois qu'elle avait 16 ou 17 ans, elle pèse 100 kilos et elle doit se mettre en sous-vêtements, donc c'était compliqué pour elle. C'est pas moi qui lui ai dit un matin, qui l'a amené à ça, évidemment. Ouais, déshabille-toi. Ouais. Mais après, il y a aussi pour moi une espèce de démystification de ces scènes-là, c'est-à-dire que en fait, moi, je les aborde pas de manière si différente que le reste. C'est-à-dire que j'y mets pas tant de pression, tant d'enjeux. Je suis pas là à ne pas oser dire, faire. En fait, je fais mon travail, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, ces scènes qui sont délicates pour les comédiens, même les réalisateurs ont du mal, parce que c'est facile quand on écrit un scénario d'écrire des choses un peu qui envoient. Quand on est face à son comédien, qui soit peut être, là, 100 kilos d'étoiles, c'était quelqu'un de jeune et de complexé avec son corps, soit on fait son premier film, on se retrouve avec Catherine Deneuve, c'est moins facile de lui demander des choses. Comme que dans quand Terrible Jungle, dont Oui. tu as également signé la photo. Oui, voilà. C'est moins facile de demander des choses sur un plateau avec la pression du face-à-face, la pression du temps, de l'équipe autour, que quand on est juste en train d'écrire. Et j'ai remarqué qu'il y a des scènes souvent qui
gâché parce que on n'arrive pas au tournage à demander aux comédiens ce qu'il faudrait. Donc moi, ma posture face à ça, c'est d'être le plus détendu possible, quoi. C'est-à-dire qu'on tourne une scène, on a eu le scénario. Certes, on fait pas n'importe quoi sur les scènes délicates, mais en fait, on y apporte autant d'attention et de soin qu'au reste du film, et ça se passe bien. Tu as, y a un moment particulier sur le film sur les films dont tu es plutôt content. Enfin, quel regard tu portes toi sur ton travail plutôt? Vaste question. Je crois que je suis très exigeant. Alors, de moins en moins sur mon travail, parce que c'est vrai que quand on commence, en fait, on voudrait que chaque scène soit éclairée parfaitement et avoir maîtrisé parfaitement la composition de chaque plan. Mais ça, c'est très théorique, parce que dans la réalité d'un tournage, bien souvent, on fait ce qu'on peut. Et la réussite, pour moi, elle est plus sur la globalité du film. Slalom, il y a plein de choses dont je suis très content. D'autres, je sais que j'aurais pu faire mieux, à mon sens, ou différemment. Bon, bah ok, c'est pas grave. Je sais que j'ai fait de mon mieux et que dans le contexte, c'était ça qu'il fallait faire. Après, je suis très très exigeant, moi, sur la qualité du film en lui-même, parce que ça m'intéresse pas de faire des films pour faire des films. Moi, j'ai envie de faire un cinéma qui ait du sens, qui soit militant, qui défende une cause. Et ça peut m'arriver d'être déçu de certains films que j'ai faits parce que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que j'avais projeté, ou d'être au contraire étonnamment surpris. Et alors là, sur Slalom, ce qui est bien, c'est que c'est assez droit, c'est-à-dire que je mettais beaucoup d'ambition sur ce film et je trouve qu'il est à la hauteur de ses ambitions, donc c'est très bien. Et enfin, parce que l'heure approche de justement aller découvrir le prochain film de la compétition, on va terminer par cette question qu'on pose à tous nos invités cette année. Parce qu'on a vécu une année un petit peu compliquée et que certains pensent que le cinéma va se terminer à la télé et que non, le cinéma, c'est pas ça. Et la question est simple, c'est le cinéma, c'est quoi pour toi ? Je suis pas sûr que le cinéma va pas se terminer à la télé, hein. C'est un peu défaitiste, mais je ne le souhaite vraiment pas. Mais face aux habitudes de consommation qui changent et à la place de plus en plus importante de Netflix, Amazon, qui aujourd'hui sont en train de truster et de récupérer tous les réalisateurs de cinéma, hein, moi j'ai un peu peur que la salle ait des difficultés. Après, ça me rend très triste, mais jusqu'à maintenant, moi, j'ai toujours refusé de faire des films pour ces plateformes parce que je trouve ça pas très intéressant. Mais je suis en train de me dire, si je veux continuer, il va peut-être falloir que je m'y mette à un moment. Bon, voilà. Qu'est-ce que le cinéma ? Le cinéma, en fait, c'est tellement de choses. C'est une proposition artistique, c'est un élan qui peut aller dans des directions tellement différentes, et c'est ça qui fait sa richesse, c'est-à-dire que d'un film drôle, un film instructif, un film qui dénonce, il y a des choses extrêmement différentes. Et moi, je crois que pour moi, le cinéma, il recoupe un petit peu tous les arts, en fait. C'est-à-dire qu'il y a du jeu, il y a un aspect pictural, on va dire, par la lumière, il y a de la décoration, des costumes, il y a de la musique, il y a de la mise en scène. En fait, pour moi, c'est un peu le rassemblement de pas tous les autres arts, mais beaucoup d'autres arts. Et c'est ça qui en fait quelque chose qui est unique et qu'on retrouve nulle part ailleurs, quoi. Merci Voilà. beaucoup, Yann. Merci. Merci à vous. Merci d'être venu si tôt. Merci beaucoup. Et puis, voilà, allez voir Slalom cet après-midi. Vous allez voir, le film est formidable et son travail l'est tout autant. Merci beaucoup, Yann. Merci à vous.